Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 14 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont notre perception de nous-mêmes, face à la beauté et à notre corps, peut être faussée par les représentations qui nous sont transmises au quotidien, mais surtout à cause de mécanismes qui s'expliquent psychologiquement. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Sophie Cheval, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute à Paris et spécialisée notamment dans les souffrances liées à l'apparence physique, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Elle est également autrice de Belle autrement, en finir avec la tyrannie de l'apparence, un livre paru aux éditions Armand Collin en 2013. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes psychologue avec un domaine d'expertise dans les difficultés liées à l'acceptation de son corps et à son image. Pourquoi avez-vous décidé de vous attaquer à ces problématiques précises ? Ça s'est un peu fait par hasard. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué en se chevauchant, en se croisant. Moi, j'étais depuis longtemps férue de mode et je lisais beaucoup la presse magazine féminine. Et puis, les années passant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas prêté attention à ça au début, mais plus le temps passait, plus je me sentais mal après avoir consulté la presse que j'aimais tant. Et c'était quelque chose que j'avais noté, mais j'avais pas cherché à le comprendre ou à l'expliquer. Jusqu'à ce qu'un jour, alors que je travaillais encore dans un contexte hospitalier, parce qu'aujourd'hui je travaille en libéral, il y a une patiente qui est arrivée dans le service de psychiatrie avec quelque chose que personne n'avait eu l'habitude de traiter jusqu'à présent. Elle avait une phobie de vieillissement du visage. Et tout le monde était un peu désemparé dans le service à dire c'est pas du tout une phobie comme on connaît. Et c'est là que du coup on m'a dit tiens, si tu t'en occupais, nous on sait pas, on est désemparés, donc on te la confierait bien. Et puis je me suis du coup documentée. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'un des troubles qui existent depuis longtemps mais qui a été méconnu en France, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. C'est un nom un peu bizarre, on dirait qu'il y a un morceau de trop dedans. D'ailleurs maintenant ça s'appelle plutôt, ça a un peu changé de nom dans les classifications, ça s'appelle peur d'une dysmorphie corporelle, ce qui n'est pas tellement plus simple. D'accord. C'était ce que j'avais trouvé justement dans mes recherches, plutôt dysmorphie corporelle et pas dysmorphophobie. Oui. Qui est dur à dire en plus. Qui est dur à dire effectivement et qui paraît un peu ridicule comme nom. Du coup, c'est effectivement une catégorie de diagnostic qui a un peu changé de nom, mais qui a été repérée depuis longtemps. Simplement, en France, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra sans doute ensemble, ça n'avait pas été très bien repéré par la psychiatrie. Et puis, du coup, en commençant à travailler avec cette femme, j'ai lu énormément de publications internationales. Je me suis beaucoup intéressée à la question. Et comme ça, les préoccupations que j'avais repérées chez moi et les préoccupations que je repérais chez cette femme m'ont semblé vraiment des sujets centraux finalement dans la question féministe. C'est-à-dire que la beauté, et là je me suis beaucoup mis à lire les féministes américaines pour trouver ça, c'était il y a presque une dizaine d'années maintenant, la beauté est finalement la première source d'aliénation des femmes. Est-ce que vous pourriez nous dire quel genre de patients et de patientes vous recevez habituellement ? Est-ce qu'il y a un type, un profil type ? Alors, moi, je ne travaille qu'avec des adultes, c'est un choix. Mais je sais que mes consoeurs et confrères qui travaillent avec des adolescents, ils reçoivent des patients et des patientes très jeunes qui ont déjà des souffrances en lien avec l'apparence physique. Effectivement, on pourrait imaginer qu'un certain type de personnes soit plus enclin à consulter pour des insatisfactions physiques, esthétiques, corporelles. Mais en fait, c'est bien tout le point de ces dysmorphies, c'est que toute personne est susceptible de développer une dysmorphie corporelle indépendamment de son apparence physique. C'est-à-dire que les personnes qui ont des souffrances en lien avec l'apparence physique ne sont pas des personnes qui sont forcément porteuses d'un défaut physique qui les obsède. Pourtant, elles sont convaincues que ce défaut physique est là. Elles ne sont pas non plus forcément éloignées des critères de beauté normatifs contemporains. Donc, toute personne est susceptible de développer une phobie en lien avec l'apparence physique. Oui, donc c'est des personnes que, si on les voyait dans la rue, on ne se dirait pas cette personne a quelque chose d'hors norme par rapport à ce qu'on attend sociétalement. Pas du tout. Que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, les taux de prévalence, comme on dit, c'est-à-dire les taux de présence de ce trouble dans la population générale sont extrêmement élevés. Ce qui veut dire que vous comme moi, dans notre entourage, on a des personnes qui souffrent de dysmorphophobie ou de dysmorphie. Et de fait, moi j'ai une approche qui est plutôt processuelle que catégorielle, c'est-à-dire que la psychiatrie a tendance à considérer qu'on est dans des catégories, il y aurait
aurait d'un côté les gens normaux, et puis de l'autre les gens qui souffriraient de troubles psychopathologiques. Et en fait, de plus en plus, la science évolue pour nous montrer que on est tous quelque part sur un continuum entre le normal et le pathologique. Et puis même, ça varie selon les jours. Et en particulier, quand on est préoccupé par sa beauté, on se rend bien compte qu'il y a des jours où on serait assez proche de la case de dysmorphie physique, esthétique, corporelle, et puis des jours où c'est mieux. Donc, effectivement, on est tous les uns et les autres susceptibles de se sentir un peu dysmorphophobes à certains moments. Alors, l'une des premières questions que j'aimerais vous poser, et un peu de manière égoïste parce qu'elle m'intéresse particulièrement, c'est, je me demande pourquoi il y a des matins, je me réveille, je me regarde dans le miroir, et là, je sais pas, je me trouve moche, grosse, entre guillemets, alors que je sais qu'objectivement, je ne le suis pas. Et en fait, ça va jouer sur ma journée. C'est-à-dire, je vais me sentir mal psychologiquement, mentalement. Enfin, ça va être un peu une catastrophe. Mais et je ne me l'explique pas. Et j'ai l'impression que je suis pas forcément la seule, parce que dans mon entourage aussi, je sens que c'est quelque chose qui peut jouer sur le moral. Pourquoi, en fait, l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes joue autant sur notre mental ? Alors, il y a une pluralité de facteurs qui constituent une réponse à votre question. Alors, peut-être de manière humoristique, j'aimerais effectivement dire aux personnes qui écoutent ce podcast que vous êtes un excellent exemple de personne tout à fait ravissante qui peut se réveiller un matin, effectivement, avec cette sensation d'être moche, d'être grosse, vous dites d'être, du coup, on pourrait dire en dehors des critères normatifs de beauté, alors que peut-être hier matin, ça n'était pas comme ça, et que peut-être dans 2 heures, dans 3 heures, ça ira mieux. Et, du coup, ça me donne l'opportunité au passage de souligner que quelque chose qui peut nous aider dans ces moments-là, c'est vraiment de bien observer que la beauté est une émotion. Et que de la même manière que nous sommes parfois tristes, parfois gais, joyeux ou déprimés ou en colère, on se sent parfois beau, parfois pas. Et que si on regarde bien d'ailleurs les personnes de notre entourage, on n'est pas frappé toujours de la même façon par leur beauté. Donc il y a certaines personnes qu'on qualifierait de belles dans notre entourage et leur beauté ne nous frappe pas de la même manière à chaque fois. Idem pour les personnes qu'on qualifierait de laides d'ailleurs. Du coup, il y a vraiment tout un ensemble de facteurs, exactement comme pour le reste de nos émotions. Parfois, ça peut être effectivement la période dans laquelle on se trouve, selon que la veille on a passé une bonne ou une mauvaise journée. Est-ce qu'on a quelque chose de stressant qui nous attend aujourd'hui dans la journée ? Auquel cas, notre apparence physique, elle nous semble un peu plus importante que d'habitude. Donc, il va y avoir une focalisation peut-être un petit peu plus prononcée qu'un jour où on est tranquillement chez nous et qu'on voit personne. Mais du coup, on baigne aussi dans un environnement qui alimente cette préoccupation constante pour notre beauté. Donc ça me semble vraiment très important à repérer, de se dire que ça ne sort pas non plus complètement de nulle part. Et peut-être que les personnes qui écoutent ce podcast et vous-même, vous avez repéré que quand on change de contexte, on observe que parfois la préoccupation sur notre apparence, elle varie. Il y a des contextes dans lesquels on est beaucoup moins amené à se soucier de son apparence physique. Certains contextes de vacances, des contextes moins urbains, des contextes moins branchés, on va dire, des contextes moins... Et du coup, c'est important d'observer tous ces facteurs qui influencent notre perception de notre apparence physique. Et dans votre livre, vous donnez l'exemple du Bad Hair Day, qui est en anglais, enfin un peu la traduction de... le jour où les cheveux... le jour où la coiffure ne va pas du tout. Exactement. Contrairement à ce que disait une pub dans les années 80, le jour où je ne fais pas ce que je veux avec mes cheveux. Voilà. Le jour où ils veulent absolument pas se mettre comme moi je voudrais qu'ils soient. Et effectivement, c'est un phénomène qui... c'est tout à fait frappant qu'il n'y ait pas de traduction littérale en français. Traduction adaptée. En France, on dit plutôt se lever du pied gauche, ce qui n'a du coup rien à voir. C'est plutôt une question d'humeur générale. Mais effectivement, il y a des chercheuses, une chercheuse en particulier canadienne, qui s'est intéressée à ce phénomène et qui montre bien que ça n'est pas du tout quelque chose d'anecdotique ou de superficiel et que ça peut avoir vraiment un impact très prononcé sur notre humeur quand on se lève le matin et qu'on a l'impression que nos cheveux ne sont pas comme on voudrait qu'ils soient. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que très rapidement, vous expliquez que les femmes, donc bien sûr, sont les plus sujettes au complexe parce que le poids de la société est beaucoup plus important, mais que les hommes sont aussi concernés de manière quelque peu différente, puisque ça date d'une 40aine d'années à peu près. Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour eux ? Alors, il y a un contexte global qui a changé sur la manière dont on envisage le corps. C'est-à-dire que le corps est devenu un objet esthétique, mais finalement, il y a une 50aine d'années, le corps, c'était encore un outil de travail. En particulier pour les hommes.
Donc la fonction du corps, elle a énormément évolué socialement depuis une cinquantaine d'années. Et autant la beauté, c'est vraiment une injonction immémoriale pour les femmes. C'est vraiment presque une sorte de caractéristique qui serait essentielle dans la définition du féminin. On est né avec, quoi. Exactement, on est né avec. Et puis alors, vraiment historiquement, c'est-à-dire de tout temps, les femmes sont supposées être belles. Alors que pour les hommes, effectivement, leur apparence physique, elle avait plutôt une fonction de force de travail jusqu'à présent. Et puis, petit à petit, là, c'est plutôt le développement du secteur tertiaire qui, dans l'économie, prime. Du coup, les hommes sont amenés à travailler aussi davantage avec leur cerveau et moins avec leur corps, de manière générale. Et du coup, le corps des hommes est aussi devenu un objet, finalement, de considération esthétique plus que de force physique. Et comment ça fonctionne pour eux ? Aussi mal que pour nous. C'est-à-dire que globalement, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que les obsessions reposent sur la même dynamique. Que finalement, les normes esthétiques qu'on nous propose pour le corps, elles sont tout à fait inatteignables. C'est-à-dire qu'il y a une injonction paradoxale qui est inhérente aux normes esthétiques en vigueur, qui est il faudrait à la fois être très fluet, très mince, et développer des formes là où c'est bon de les développer. C'est-à-dire chez les femmes, évidemment, ça va être les seins et les fesses, je n'ai pas besoin de le préciser, tout le monde a compris. Et chez les hommes, ça va être vraiment développer la musculature, en particulier la musculature du haut du corps. Donc on a finalement hommes comme femmes, tous les deux à composer avec des normes esthétiques qui sont inatteignables parce que complètement paradoxales. Et ces normes-là, elles existent très peu dans la nature. Donc ça, c'est le point qui nous rapproche. Simplement, ce qui différencie les hommes des femmes dans cette perspective-là, c'est qu'il y a une forme de culpabilité qui vient en plus pour les hommes à se soucier de ça. C'est-à-dire que nous, on a bien intériorisé depuis de tout temps les femmes qu'il faut qu'on se préoccupe de notre apparence physique et si on ne le fait pas, on n'est pas une vraie femme. C'est vraiment une norme sociale qui remonte à des temps immémoriaux. Mais les hommes, eux, ils ont une sorte d'injonction complètement paradoxale qui est qu'à la fois, ils devraient s'en soucier, mais en même temps, ils ne devraient pas montrer qu'ils s'en soucient trop parce qu'à ce moment-là, ils passeraient pour des êtres superficiels et surtout un petit peu trop féminins. Finalement, à certains égards, c'est presque plus difficile pour eux. Oui, parce qu'il y a tout le concept de la masculinité qui est questionné et du coup on a l'impression que ce serait plus des hommes comme il faudrait qu'ils soient pour la société. Oui, tout à fait. Alors vous parliez au début de dysmorphie corporelle, alors l'autre dysmorphophobie, c'est ça? Dysmorphophobie. Dysmorphophobie. C'est bien que ce mot ait fini d'être utilisé. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce que c'est? C'est une préoccupation rigide et envahissante pour un défaut en lien avec l'apparence physique. C'est-à-dire que la personne qui souffre de dysmorphophobie, elle a une conviction profonde, ancrée, inamovible, qu'elle est porteuse d'un défaut en lien avec son apparence physique. Donc la plupart du temps, c'est un défaut qui a trait à la zone du visage, que ce soit un trait du visage, la qualité de la peau, la forme du visage, les cheveux. Et c'est pas étonnant que les premières préoccupations qui viennent en lien avec l'apparence physique soient celles-ci, parce que notre visage, c'est ce qu'on expose le plus au regard d'autrui. Mais ça peut être aussi des préoccupations en lien avec le corps. Et du coup, les exemples très typiques de ça, c'est soit on a une préoccupation pour une zone particulière du corps, mais ça peut être aussi la morphologie dans son ensemble. Et on voit cette souffrance-là dans tous les tableaux cliniques d'anorexie, puisque une des choses qui maintient le comportement de restriction alimentaire, c'est la conviction parfois délirante chez les anorexiques d'être grosses. Elles peuvent avoir cette conviction alors qu'elles pèsent 35 kilos. C'est souvent de l'anorexie mentale? Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi on parlait d'anorexie mentale. C'est-à-dire que pour moi, l'anorexie, c'est forcément un processus psychologique qui est porté par le mental, qui effectivement du coup a ensuite des répercussions sur le corps, parce que la privation a des conséquences multiples pour l'organisme. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il commence à se développer une forme, un équivalent masculin de l'anorexie donc mentale, on ne sait pas pourquoi mentale, mais mentale, qu'en anglais on appelle bigorexia. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de traduction littérale en français, mais c'est vraiment le fait que les hommes, eux, quand ils souffrent de cet équivalent masculin, ils ont plutôt une conviction qui est parfois délirante de ne pas avoir une musculature assez développée. Donc, ils peuvent être parfois extrêmement musclés, extrêmement carrés, mais avoir l'impression d'être fluets et chétifs. Et typiquement, le comportement qui va de pair avec ça, c'est de prendre des stéroïdes, d'aller à la salle de sport, de pratiquer de la musculation à outrance, exactement de la même manière qu'une personne qui se croit grosse va se priver à outrance, alors même que son indice de masse corporelle est vraiment inférieur à ce qu'on considère être un poids normal.
D'accord, mais donc si je comprends bien, c'est comme si en fait on se regardait dans le miroir et que le miroir était déformant et qu'on avait l'impression que cette déformation était la réalité et qu'on ressemblait à ça. Absolument. Finalement, si on y réfléchit, ce qui nous rapproche les uns et les autres, qu'on soit dysmorphophobe ou pas, qu'on le soit à certains moments ou de manière plus constante, c'est que finalement, notre apparence physique, c'est ce qu'on connaît le moins bien de nous-mêmes. C'est assez flippant quand on y pense. C'est-à-dire, notre apparence physique, c'est vraiment ce que les autres voient de nous en premier. C'est aussi pour ça qu'on y accorde une telle importance. Et finalement, c'est ce que l'on connaît le moins bien de nous. Donc finalement, à quoi peut-on se fier pour savoir à quoi on ressemble ? Eh bien, à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations. C'est-à-dire, les seules sources d'informations qu'on a en lien avec notre apparence physique, c'est des informations internes, c'est des événements psychologiques. Donc quand les pensées et les émotions sont au beau fixe, ok, je suis pas si mal finalement. Mais quand les pensées et les émotions commencent à raconter des choses un peu moins sympas, effectivement, on a une perception de notre apparence corporelle qui est biaisée par ces événements psychologiques. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, tout le monde est touché. Absolument, ça nous est tous arrivé certains matins d'avoir ce bad hair day, d'avoir des pensées, des émotions, des sensations douloureuses en lien avec l'apparence et de se dire qu'on est vraiment hyper moche, quoi. À la lecture de votre ouvrage, j'ai été surprise par la manière dont on était constamment en contradiction avec nous-mêmes. Donc par exemple, chez les femmes qui font tout, par exemple maquillage, coiffure, mode, pour se rendre belles, seulement 2% d'entre elles se trouvent belles. À côté de ça, on fait des régimes pour espérer se sentir mieux dans sa peau, mais en fait, ça procure tout l'effet inverse. Vous parlez même de famine psychologique. Et aussi, on passe notre temps à dire, donc notamment dans nos dictons, que le plus important, c'est l'intérieur, la personnalité, etc. Mais en fait, on veut quand même paraître beau aux yeux des gens. Donc j'ai l'impression que c'est une lutte sans fin avec nous-mêmes, finalement. Complètement. Mais vous avez absolument magistralement résumé la situation. Mais là encore, il y a un ensemble de facteurs multiples qui interviennent dans ce que vous décrivez très bien. C'est que je pense qu'une des erreurs qu'on fait en France, c'est de disqualifier un peu ces souffrances-là. De dire c'est vraiment une des choses que les patients qui souffrent de dysmorphie me rapportent le plus. Ils disent, quand je suis allée en parler à un médecin, à un psychiatre, on m'a dit, il y a quand même des raisons plus graves de souffrir dans la vie. Il y a les enfants qui meurent en Syrie, il y a toute cette sorte de choses. Alors vraiment, madame, vous venez de me parler de votre nez, monsieur, vous me parlez de votre musculature. Vous êtes vraiment une personne superficielle. Donc on est effectivement complètement pris dans ces paradoxes-là, où à la fois on nous apprend depuis qu'on est tout petit que c'est la beauté intérieure qui compte, mais on n'est pas fou. On fait bien l'expérience chaque jour et depuis qu'on est très jeune, que l'apparence physique, ça a une importance. On en fait l'expérience pour nous-mêmes et pour les autres. On a tous vu à l'école des enfants, des camarades de classe se faire brocarder en raison de leur apparence physique pour x, y raison. On s'est tous soi-même, à certains moments, fait brocarder par autrui en lien avec notre apparence physique. Donc finalement, là, on est tous confrontés au fait que on a beau essayer de nous élever dans des maximes qui feraient de nous des personnes humanistes, bienveillantes, vraiment des personnes comme on voudrait être, on voit bien que notre expérience contredit ces maximes en permanence. Et puis, par ailleurs, vous disiez, mais alors pourquoi on est en permanence en lutte comme ça contre nous-mêmes ? L'environnement ne cesse de porter notre attention sur notre apparence physique et avec des choses qui nécessitent en permanence d'être adressées pour pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que les régimes ne fonctionnent que si on les fait. Et d'ailleurs, si les régimes marchaient vraiment, il suffirait d'en faire un une fois dans sa vie et puis basta, quoi. On serait pour une fois pour toutes au poids qu'on voudrait être. Et en fait, les régimes marchent comme des solutions imparfaites, c'est-à-dire que ils marchent tant qu'on les pratique, sauf que chaque régime fait qu'on prend davantage de poids que celui qu'on a perdu, et que du coup, on est amené à faire un régime un peu plus strict encore que le précédent pour perdre le poids qu'on a pris avec le régime précédent. Et donc, toutes ces démarches esthétiques qu'on nous invite à faire, en fait, elles fonctionnent sur un mécanisme de cercle vicieux. Si vous comblez vos rides une fois avec du Botox, le Botox va se dissiper avec les mois et il faudra recommencer. Et en fait, je trouve que c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit, c'est que ce système de beauté est d'abord un système économique, capitaliste, qui a pour vocation de nous faire consommer. Consommer de la beauté qui nécessite en permanence d'être renouvelée pour continuer à produire ses effets. Comme une forme d'addiction.
Exactement, ça fonctionne exactement sur les mêmes processus que l'addiction, c'est-à-dire quand on a consommé le produit beauté qui nous fait nous sentir mieux, il y a une amélioration transitoire de notre humeur, de nos émotions, et puis ensuite le craving, le manque réapparaît, le sentiment d'être ni assez jeune, ni assez mince, ni assez belle, ni assez tout ça, et du coup on reconsomme un produit pour faire disparaître ces émotions-là. Et toute l'industrie de la beauté a compris ça depuis bien longtemps. En France en particulier. Ça me semble un point important à évoquer pour nos auditeurs, c'est que on est vraiment, je dirais, en particulier les femmes parisiennes, dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire, la femme parisienne, c'est la tête de gondole de l'industrie du luxe à la française. C'est-à-dire vraiment Inès de la Fressange, toute l'industrie L'Oréal, pour ne pas la nommer. On est dans le fleuron du capitalisme à la française. La beauté, c'est ce qu'on vend de mieux dans le monde. Donc on est les uns les autres, tous censés un peu être les représentants de cette beauté qu'on vend à travers le monde. Et qui représente souvent une beauté pas forcément très réaliste de ce qu'on peut, de la pluralité justement des beautés qui existent aussi bien à Paris qu'en France. Tout à fait. Et c'est aussi ce dont je parle souvent dans le podcast, c'est qu'il y a plein de beautés qui sont pas du tout représentées et dont on parle beaucoup plus parce que Inès de la Fressange ne représente pas du tout la française par excellence. Tout à fait. Et du coup, c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai envie de rebondir sur ce point. Pourquoi est-ce que la norme esthétique dominante, c'est celle-là, de la femme blanche, mince, jeune, blonde? Eh bien, tout simplement parce que c'est la plus rare dans la nature. En fait, c'est-à-dire que la beauté a toujours fonctionné comme ça à travers les temps immémoriaux. Dans les périodes de disette et de famine, le canon de beauté, c'était d'être vraiment bien en chair, parce que ça montrait qu'on avait soit accès à quelque chose qui est rare. La beauté n'a finalement de sens que par sa rareté. Elle est précieuse parce qu'elle est quelque chose qui est un peu ineffable, qui va apparaître et nous subjuguer. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la rareté. Et finalement, les normes de beauté contemporaines qu'on nous impose représentent des morphologies qui sont rarissimes dans la nature. J'avais jamais pensé comme ça, et c'est vrai que quand j'y pense, c'est logique. Oui, c'est logique. J'ai aussi été frappée par cette notion de fat talk qui pourrait se résumer à, je cite, une conversation dans laquelle 2 ou plusieurs congénères comparent leur apparence physique pour la dévaloriser à qui mieux. Est-ce que ça ne concerne que les femmes et le corps ? Bonne question. Alors peut-être avant de répondre à cette question, de décrire un peu ce que c'est le fat talk, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous soit entendu, soit pratiqué, parce que les enquêtes montrent bien que plus de 86% des femmes pratiquent le fat talk. Et du coup, c'est vraiment ce dialogue typique où, entre 2 copines, l'une dit à l'autre « T'as vu comment je suis grosse ?» Et l'autre lui répond typiquement « Tu plaisantes, si toi tu es grosse, alors moi je suis carrément obèse. » Donc, c'est vraiment cette surenchère dans l'échec de chacune à accomplir cette injonction de minceur. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait d'équivalent masculin du fat talk. Probablement parce que la fonction sociale du fat talk, elle est quand même assez spécifiquement féminine. C'est-à-dire que globalement, dans le fait d'être une femme, il y a une norme sociale qu'on a toutes bien intériorisée, c'est que quand on est une femme, on ne doit pas la ramener. C'est pas très féminin de dire qu'on a confiance en soi, qu'on se trouve pas si moche, pas si conne, et qu'on est assez contente d'être la personne qu'on est. Ça, c'est vraiment pas un comportement féminin. Les études sur le fat talk sont vraiment intéressantes à cet égard. On a proposé à des participants la petite scénette suivante. On leur a dit, voilà, imaginez qu'il y a cette jeune femme qui s'appelle Jenny, d'ailleurs, dans la recherche, c'est drôle, qui est en train de réviser avec 2 copines. Et puis, à un moment, il y en a une des 3 qui commence un fat talk et qui dit « Oh là là, vraiment, en ce moment, je me trouve tellement grosse. » Quelle est, selon vous, l'attitude la plus féminine à adopter pour Jenny ? Et 0% des femmes, 0%, ont répondu que l'attitude la plus féminine à adopter pour Jenny serait de dire « Ah ouais, moi je me trouve plutôt pas mal en fait ». 1% des hommes a répondu ça, 0% des femmes. Donc on est vraiment les premières à alimenter cette capacité qu'on a à démontrer qu'on est des femmes en étant dans une extrême humilité, mais c'est plus que ça. C'est en étant dans la disqualification de soi. Et c'est pour ça, je pense que le fat talk n'a pas d'équivalent masculin. C'est que pour être une vraie femme, c'est faire preuve d'une humilité radicale.
Puis il y a cette idée aussi de se comparer constamment avec les autres et de se dire ah bah moi je déteste ça chez moi, mais finalement l'autre c'est pire, ou au contraire elle a ça de mieux et donc moi qu'est-ce que ça veut dire. Enfin il y a toujours cette comparaison qui est intégrée en nous, même quand on veut pas le faire et même quand on veut s'élever autrement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est ancré, en fait. Absolument, mais ça sert à un propos qui est très très simple, hein. C'est-à-dire que il faut que les femmes soient en concurrence entre elles par rapport aux hommes, aux yeux des hommes. C'est-à-dire nous n'avons symboliquement d'autres fonctions que d'être des objets de désir. Du coup, c'est vraiment la course à l'échalote pour savoir laquelle sera la plus désirable de toutes, puisque symboliquement, depuis des temps immémoriaux, nous n'avons pas d'existence propre. Nous sommes des objets destinés à être regardés et désirés par les hommes. Mais le changement, il doit donc aussi passer par les mots et les discours qu'on emploie. Le changement, il doit beaucoup passer par ça et surtout passer par les mots et les discours et les attitudes que nous avons, nous les femmes. C'est-à-dire que on se demande souvent est-ce que ça change, est-ce que ça évolue, est-ce que les droits des femmes dont il est question spécifiquement aujourd'hui, est-ce que le féminisme progresse, mais comme si c'était quelque chose de complètement exogène à nous. Comme si on n'avait rien à y voir. En fait, nous sommes les unes, les autres, les uns et les autres, les acteurs de ce mouvement qui va faire que ça change ou pas. Donc je précise aujourd'hui qu'on est le 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est un jour parfait pour se retrouver et pour parler de ce sujet. Je comprends aussi dans tout ce que vous dites que notre capacité à juger notre physique aussi sévèrement vient du fait qu'on passe notre temps à juger aussi les autres. Moi je me demande, c'est de la faute de qui ? De la société, des magazines, du patriarcat ou juste de notre cerveau ? Alors évidemment un peu tout ça à la fois, mais du coup si on essaye de regarder les processus qui viennent de toutes ces sources d'influence, je pense qu'il y en a une qui est que être une femme, c'est avoir intégré l'idée que nous avons davantage appris à regarder le regard des autres sur nous qu'à nous regarder nous. Il y a toujours ce prisme que une femme qui se regarde, les études sont vraiment très claires là-dessus, une femme qui se regarde s'évalue toujours par le prisme de ce que les autres pourraient en dire, que ce soit les hommes ou ses comparses féminines. Et puis, il y a effectivement une des choses qu'on n'a pas encore évoquées ensemble là, qui est que notre cerveau a une appétence pour la beauté. Et ça me semble important de le comprendre, c'est-à-dire que la beauté, c'est une source de plaisir pour notre cerveau. Ça active les mêmes zones quand on voit un visage qu'on trouve beau que quand on mange du chocolat ou qu'on fait l'amour. Il se passe la même chose pour notre cerveau. Justement, vous écrivez dans votre livre, je cite, « L'expérience agréable de la beauté entraîne aussi dans notre cerveau une libération de dopamine, un neurotransmetteur sécrété lorsque nous éprouvons du plaisir. Le cortex orbitofrontal constitue la zone de traitement de toutes nos expériences esthétiques plaisantes, mais il est également l'une des principales régions impliquées dans le traitement des récompenses. » Vous ajoutez « Si la beauté agit comme une récompense pour notre cerveau, pas étonnant que nous soyons si prompts à nous mobiliser pour la rechercher chez les autres, mais aussi surtout chez nous. » Je ne sais pas quoi ajouter à cette phrase, du coup. Est-ce qu'il y avait une question derrière qui... Peut-être que ce que je pourrais ajouter, c'est qu'effectivement, c'est important, je trouve, de comprendre que nous ne sommes pas fous. C'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, j'allais dire dans la vraie vie, dans mes consultations, que chacun comprenne que ces fonctionnements psychologiques sont absolument normaux. Et là, effectivement, on a cette partie de notre cerveau qui est dédiée à traiter des informations qui sont sources de plaisir, en particulier des informations esthétiques. Mais c'est là aussi, par exemple, qu'on va traiter la beauté auditive. Quand on écoute un morceau de musique qu'on trouve beau, c'est là aussi que ça se traite comme information. Et puis, il y a aussi une autre zone du cerveau qui rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est l'amygdale, qui s'active aussi quand on est en présence de quelque chose qu'on trouve beau. Et ça nous montre bien, là, l'amygdale, c'est le zone de traitement des émotions. Ça nous montre bien que la beauté est une émotion et que nous sommes effectivement condamnés à préférer la beauté. Notre cerveau préfère le beau. C'est pas qu'une construction sociale. Ça n'est pas qu'une construction sociale. Il y a effectivement une dimension qui est inhérente au fonctionnement psychologique humain. Après, quand on dit ça, je trouve que c'est toujours très important de prendre des pincettes parce que ça ne veut pas dire que notre cerveau, il préfère les femmes minces, blondes, blanches et jeunes. Ça veut dire que notre cerveau, il recherche l'émotion esthétique.
parce que c'est agréable pour lui. Et ensuite, les constructions sociales viennent faire le boulot pour nous faire préférer aujourd'hui des morphologies qui n'étaient pas les mêmes il y a 2 siècles. Les critères de beauté étaient différents. Mais est-ce que vous pensez que toute cette révolution féministe qui essaye de changer les représentations, les masculinités, les notions de genre, etc., sont en train de nous faire passer à autre chose, à quelque chose de plus sain psychologiquement, ou est-ce que ce n'est qu'un leurre ? J'espère très vivement qu'on est en train de passer à quelque chose de plus sain psychologiquement, dans le sens où toutes ces souffrances en lien avec l'apparence physique, elles sont tellement porteuses de souffrances et de drames. C'est-à-dire que ce ne sont pas des petites souffrances comparées à d'autres. C'est vraiment l'épidémiologie des souffrances en lien avec l'insatisfaction corporelle. Ça inclut toutes les anorexies, toutes les boulimies. Ça inclut aussi de manière du coup très large tout ce que les individus font pour essayer de moins souffrir de ça. Donc toutes les consommations de substances diverses, effectivement tous les troubles du comportement alimentaire. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est massif. Donc j'espère vraiment qu'on est en train, en ouvrant sur davantage de diversité, de flexibilité, j'espère qu'on est en train d'aller vers quelque chose de plus sain, mais je crois que ce serait une erreur de penser que ça va radicalement changer. C'est-à-dire que le fonctionnement humain et le système capitaliste fonctionnent un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'on ne va rien pouvoir enlever de ce qui est là. Peut-être que le système capitaliste, lui, il a vraiment tout intérêt à contribuer, à continuer à promouvoir les mêmes normes de beauté inatteignables. Sinon, on va arrêter de consommer de la beauté. Donc ça va continuer. Et puis notre fonctionnement psychologique, lui, s'il y a une chose qu'il ne sait pas faire, c'est supprimer des informations, supprimer des expériences une fois qu'on les a reçues ou qu'on les a vécues. Ça, on ne sait pas faire. Il n'y a pas de touche supre chez l'être humain. Donc on ne peut pas enlever des préoccupations pour la minceur, on ne peut pas enlever le fait qu'on aura toujours cette préoccupation pour notre apparence physique. Ça, c'est des expériences qu'on a depuis des temps immémoriaux. La seule chose qu'on peut faire, c'est ajouter de la nouveauté. Et c'est la même chose dans l'espace social. On ne pourra jamais supprimer les représentations stéréotypées de la beauté, mais on peut ajouter de la diversité. Et même chose avec nos expériences psychologiques, on peut ajouter de l'ouverture, ajouter de la souplesse. Et c'est comme ça aussi que le cerveau renouvelle ses images. Exactement. D'une certaine manière. C'est comme ça que le cerveau va pouvoir fonctionner différemment. C'est pas en enlevant des choses qu'on ne sait pas supprimer, c'est en ajoutant des représentations alternatives. Quels sont les conseils que vous donnez le plus régulièrement à vos patients et à vos patientes et qui pourraient éventuellement aider les personnes qui nous écoutent à mieux s'accepter, à se regarder dans le miroir sans souffrir? Alors, si vraiment je pouvais faire en sorte que les gens ne souffrent pas, je serais tellement heureuse. Mais je crois que ça relève d'un autre métier qui est quelque chose comme mage ou fée ou quelque chose dans ce goût-là. Je crois que, en revanche, ce qui peut nous aider, c'est de garder encore une fois à l'esprit que la beauté, c'est une émotion et que donc c'est normal que nos représentations de nous, on les ressente de manière fluctuante. Peut-être aussi de ne pas perdre de vue quelque chose que la psychologie française ne fait pas assez, à mon avis, c'est de garder en tête que le contexte a une influence majeure. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tendance à se focaliser sur la psyché humaine, tout ce qui est intrinsèque à l'intérieur de l'individu, mais le contexte a une responsabilité massive dans notre perception de nous-mêmes. Donc de pouvoir garder à l'esprit toutes ces dimensions qu'on a évoquées ensemble aujourd'hui de, oui, être un homme, être une femme, ça veut dire se voir imposer des représentations de rôles de genre avec lesquels il est douloureux de composer. Oui, quand on est dans certains environnements, on est amené à être particulièrement soucieux de son apparence physique. Et puis garder aussi à l'esprit que notre cerveau, il traite les informations visuelles de manière complètement implicite. Donc, même si on a l'impression qu'on essaye plutôt de lire, d'aller chercher des représentations alternatives, plus féministes, plus égalitaires, notre cerveau, lui, toutes les pubs qu'il y a dans le bus, dans le métro, dans la presse magazine, il traite ces informations-là. Et que, du coup, nous ne sommes pas coupables de notre souffrance psychologique. Ça me semble important, ça. De ne pas se flageller, de souffrir de ça, en plus d'en souffrir. Et est-ce que vous avez des ouvrages, des œuvres culturelles à conseiller qui pourraient être des pistes à explorer ? Alors, je vais commencer par une qui est peut-être la plus récente et que je suis en train de lire en ce moment, qui est un essai de Roxane Gay,
qui, je ne sais pas pourquoi, cet essai qui s'appelle Hunger, il a moins de presse, je trouve, que son essai précédent qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière ou il y a 2 ans. Féministe. Oui, en France. Mais alors vraiment, ce livre est absolument saisissant et remarquable. Je trouve que ce qu'il apporte de très très fort, c'est vraiment un lien entre le rapport au corps et la culture du viol. Et ça me semble vraiment un angle qui n'est peut-être pas assez développé, en particulier en France, même si on commence à entendre évidemment parler de violences sexuelles et c'est une très bonne chose qu'on en parle. Pour moi, après, il y a vraiment 2 basiques qui sont King Kong Theory de Virginie Despentes, parce qu'elle est vraiment la première féministe française qui, en 2006, écrivait « J'écris de chez les moches » et qui mettait du coup en lien les questions de beauté avec les questions de patriarcat et domination masculine. Et je trouve que c'est une bible qui reste d'actualité. Et puis aussi l'essai de Mona Chollet qui s'appelle Beauté fatale et qui est sorti lui aussi en 2013 si je ne me trompe pas. En 2012. En 2012, ouais. C'était effectivement, je me souviens l'avoir lu pendant que j'étais en train d'écrire mon livre et je me disais mais Mona, tu as tout dit. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et là, je trouve que c'est vraiment très intéressant pour explorer, mettre en perspective nos souffrances avec tout un système économique en particulier. Et puis, il y a aussi un essai qui est moins connu en France, qui est d'une essayiste américaine qui s'appelle Naomi Wolf, qui lui est traduit, qui s'appelle en anglais The Beauty Myth et en français qui a été traduit par Quand la beauté fait mal. Là aussi, je trouve que ça aide à garder une perspective sur le contexte et se dire que nous vivons dans un contexte qui va chercher à provoquer sans cesse de la souffrance en lien avec l'apparence physique. Et puis peut-être que je peux faire un appel à des traductrices si des personnes ont envie de traduire 2 ouvrages en lien avec ces questions-là. Vraiment, je trouve qu'ils sont fondamentaux. Il y en a un d'une essayiste américaine qui s'appelle Susie Orbach et le titre de son essai, c'est Bodies. Et vraiment, il fait beaucoup de bien à lire pour comprendre le système culturel dans lequel on baigne. Et puis, une autre féministe américaine qui s'appelle Margot Main et qui a écrit vraiment ce qu'elle appelle un guide activiste pour faire la paix avec le corps des femmes. Et le titre de cet essai, c'est Body Wars, les guerres en lien avec le corps. Donc, appel aux bonnes volontés. Si des femmes ont plein envie de belles choses à lire. Ces ouvrages. Ouais. Et enfin, pour finir, j'ai juste envie de savoir ce que vous faites aujourd'hui, parce que je sais que vous vous orientez vers la psychologie liée aux notions de maternité. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et est-ce qu'il y a un lien avec tout ce qu'on vient de dire auparavant ? Alors, effectivement, mon cheminement m'a mené vers là dernièrement. Pour moi, il y a un lien entre l'injonction esthétique faite aux femmes et l'injonction à la maternité. C'est-à-dire que finalement, voilà encore un domaine dans lequel les femmes doivent faire ce qu'on leur dit. Et en me penchant sur la question, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, je me suis effectivement rendu compte qu'il existe une vraie norme procréative. C'est-à-dire que non seulement il faudrait évidemment vouloir avoir des enfants, c'est-à-dire que les femmes qui décident de ne pas en avoir ne sont pas de vraies femmes, mais ça veut dire aussi que les femmes qui ne parviennent pas à en avoir sont dans une détresse immense à laquelle on a beaucoup de mal à faire de la place. Et puis par ailleurs, ça veut dire que les femmes qui ont des enfants, eh bien, elles souffrent, elles, beaucoup de ne pas le plus souvent se conformer à l'injonction qui fait qu'on devrait évidemment avoir un enfant avec un homme et non pas seul ou avec une autre femme, qu'on ne devrait pas avoir qu'un enfant, on ne dit pas un enfant, on dit un seul enfant, il faut en avoir au minimum 2, il faut le faire avant d'avoir 40 ans, il faut que ce soit un garçon et une fille, bla bla bla, la norme procréative écrase les femmes et alors qu'elles s'éloignent de plus en plus de la réalité de leur vie. D'accord. Et donc les consultations que vous faites en ce moment sont liées à ça ? J'ai de plus en plus effectivement de consultations qui portent sur ce type de souffrance-là. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir une consultation ? Alors, j'ai un site web sur lequel j'explique un peu comment je travaille et quelles sont mes approches. Ça doit être sophiecheval tout attaché -psy.fr. On le mettra de toute façon en lien dans la bio. Voilà où on peut trouver mes coordonnées pour me contacter. D'accord. Merci beaucoup, Sophie. Avec grand plaisir. C'était l'épisode 14 de Miroir Miroir. Pour retrouver tous les épisodes, rendez-vous sur le site de binge.audio et sur toutes les plateformes de téléchargement audio. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à commenter et à laisser 5 étoiles sur iTunes si vous avez aimé ce que vous avez écouté. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Merci beaucoup. Binge.